Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, cette histoire montre comment une seule nuit au-dessus de l'île de Kharg a transformé un raid de bombardement en réaction en chaîne qui a remodelé la position militaire de l'Iran dans le golfe Persique. Près de 2 heures, des explosions sans arrêt. 15 détonations confirmées entendues à travers l'île. Et quand la fumée s'est dissipée, 90 sites militaires iraniens avaient disparu. Dans la nuit du 13 mars 2026, l'United States Air Force a exécuté ce que Donald Trump a décrit comme l'un des raids de bombardement les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient. La cible était l'île de Kharg, une bande de corail de 5 000 dans le nord du golfe Persique, à 15 000 de la côte iranienne, d'une superficie équivalente à environ un tiers de Manhattan. Un endroit dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler. Un endroit que l'Iran ne pouvait pas se permettre de perdre. Le communiqué officiel du commandement central des États-Unis était clinique et précis. Une frappe de précision à grande échelle avait visé plus de 90 sites militaires iraniens et détruit des installations de stockage de mines navales, des bunkers de stockage de missiles et plusieurs autres sites militaires. Le message de Trump sur Truth Social, lui, n'avait rien de clinique. Parce qu'avec Trump, même une frappe militaire semble apparemment avoir besoin de l'éclairage, du tableau de pointage et du slogan souvenir. Dans ce message, Trump a écrit que, quelques instants plus tôt et sur ses ordres, le commandement central des États-Unis avait exécuté l'un des raids de bombardement les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient et avait totalement pulvérisé chaque cible militaire située dans le joyau couronne iranienne. L'île de Kharg, 90 sites, 2 heures, une île. Le message politique était emballé comme un slogan de campagne, parce que la subtilité n'a jamais été l'arme préférée du style de communication de Trump. Et la réaction en chaîne qui a suivi a effectivement mis fin à la capacité de l'Iran de défendre le golfe Persique comme domaine militaire. Voici l'histoire de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et pourquoi les frappes sur l'île de Kharg n'étaient pas seulement un raid de bombardement, mais l'événement militaire le plus déterminant de la guerre Iran 2026. Pour comprendre le poids stratégique de ce qui s'est produit le 13 mars, il faut comprendre ce qu'est réellement l'île de Kharg, parce que la qualifier de simple terminal pétrolier sous-estime dramatiquement son importance stratégique. L'île de Kharg est le pivot physique de la puissance iranienne dans le golfe Persique. Elle traite environ 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran. Toute l'île est essentiellement un immense terminus de pipeline. Le pétrole arrive des plus grands champs iraniens de la province du Khouzestan par des pipelines sous-marins et côtiers. Il est traité et stocké, puis chargé dans des superpétroliers qui descendent vers le sud par le détroit d'Ormuz en direction de la Chine, de l'Inde et des marchés mondiaux. À elle seule, la Falat Iran Oil Company, présente sur l'île, produit 500 000 barils de pétrole brut par jour. La Kharg Petrochemical Company ajoute une autre couche de production industrielle. La grande jetée en forme de T située du côté et de l'île peut accueillir simultanément plusieurs superpétroliers, les plus grands navires au monde. Sur le plan économique, l'île de Kharg est ce qui fait la différence entre un Iran exportateur de pétrole et une économie enclavée, prisonnière des sanctions. C'est la raison pour laquelle Téhéran a pu financer son armée, ses réseaux de mandataires, son programme nucléaire et les fonctions de base de son gouvernement pendant 4 décennies, malgré chaque vague de sanctions américaines. Retirer l'île de Kharg de l'équation, et le modèle de revenu de l'Iran s'effondre, ce qui explique exactement pourquoi Trump l'a appelé le joyau de la couronne iranienne. Et c'est précisément pour cela que les États-Unis ont d'abord frappé ses installations militaires et non son infrastructure pétrolière, comme un tir d'avertissement portant ce message. Nous pouvons mettre fin à tout cela complètement, à n'importe quel moment de notre choix. Dans le manuel Trump, la retenue n'est jamais seulement de la retenue, c'est du levier avec un micro placé devant. Mais l'île de Kharg n'était pas seulement une cible économique. Avant le 13 mars, elle était aussi un centre de commandement et de logistique militaire pour la stratégie navale iranienne dans le golfe Persique. C'est la partie de l'histoire qui se perd derrière les gros titres sur le pétrole. L'île abritait des installations de stockage de mines navales, les entrepôts physiques contenant les mines marines que l'Iran déployait dans le détroit d'Ormuz depuis la fin février. Ces mines étaient ce qui rendait Ormuz si dangereux, pas seulement la menace qu'elles représentaient, mais leur présence physique réelle. Des milliers de mines marines disséminées dans la voie maritime la plus importante du monde, dont certaines que l'Iran aurait ensuite perdu de vue. Les mines stockées à Kharg étaient la chaîne d'approvisionnement de cette menace. Détruisez le stockage des mines, et vous détruisez la capacité de l'Iran à réalimenter le champ de mines pendant que l'US Navy commençait ses opérations de déminage. L'île abritait aussi des bunkers de stockage de missiles,
Les stocks avancés de missiles antinavires que l'Iran avait déplacés à Karg pour défendre l'île elle-même et menacer tout navire tentant d'approcher du nord du Golfe. Des batteries de missiles solaires Hawk, des canons antiaériens Oerlikon, une base navale, une tour de contrôle d'aéroport, un hangar d'hélicoptères. Des réseaux de défense aérienne conçus pour protéger l'île contre exactement le type de frappe aérienne de précision qui est arrivé le 13 mars. Selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars, liée au corps des gardiens de la révolution islamique, la frappe a précisément touché chacune de ces installations. Défense aérienne, base navale, tour de contrôle, hangar d'hélicoptères, tout y est passé. Plus de 15 explosions ont secoué l'île pendant le raid, selon un responsable du ministère du pétrole cité par des médias iraniens. Le responsable a décrit les attaques comme énormes et destructrices. Près de 2 heures de frappe aérienne et d'explosions sans arrêt. Pas une petite frappe chirurgicale rapide, mais une séquence soutenue et méthodique de destruction de tout un écosystème militaire sur une seule île. La réaction en chaîne qui a suivi n'était pas métaphorique. Elle était opérationnelle. Lorsque les installations de stockage de mines à Karg ont été détruites, la capacité de l'Iran à réapprovisionner son champ de mines d'Ormuz a été gravement dégradée. Cela a eu une conséquence immédiate que presque personne dans la couverture publique de la guerre n'a clairement reliée aux événements. L'Iran aurait perdu la trace de mines qu'il avait déjà placées dans le détroit. Ces mines avaient été posées par des navires et des vedettes rapides du corps des gardiens de la révolution islamique, qui coordonnaient leurs opérations avec l'infrastructure logistique de l'île de Karg. Lorsque cette infrastructure a été pulvérisée, le réseau de coordination s'est fracturé. Des mines jusque-là soigneusement suivies sont devenues introuvables. Ce n'est pas un détail. Des mines non localisées dans une voie maritime de 20 et 1 mille de largeur ne sont pas seulement une menace pour les navires ennemis. Elles sont une menace pour n'importe quel navire, y compris les navires iraniens. L'US Navy, qui a commencé ses opérations de déminage à la fin mars, aurait constaté que même l'Iran ne pouvait plus lui dire précisément où se trouvaient toutes les mines. L'Iran avait miné son propre corridor maritime principal, puis avait perdu le fil logistique nécessaire pour gérer ce champ de mines. Lorsque les bunkers de missiles de Karg ont été détruits, les stocks avancés de missiles antinavires que l'Iran y avait concentrés ont disparu avec eux. Cela a dégradé la capacité de l'Iran à utiliser Karg comme plateforme de frappe avancée contre les groupes aéronavals américains opérant aux approches du nord du Golfe. Avant le 13 mars, les installations de missiles de l'île représentaient une menace d'interdiction d'accès en couche, le type de capacité qui oblige un porte-avions à maintenir ses distances et à lancer ses avions depuis l'extérieur de la portée effective des missiles. Avec ces installations détruites, l'US Navy pouvait opérer de manière plus agressive dans le nord du Golfe, ce qui a directement rendu possible les opérations de blocus qui ont commencé le 13 avril. Lorsque les défenses aériennes ont été détruites, l'île de Karg est devenue exposée en permanence à la surveillance aérienne et à de nouvelles frappes. Le commandement central des États-Unis a déclaré après le raid du 13 mars qu'il avait maintenu une surveillance aérienne quasi constante. Une fois les batteries éliminées, cette surveillance est devenue totalement incontestée. Chaque mouvement sur l'île, chaque tentative d'y faire entrer du matériel de remplacement, chaque nouvelle position défensive, chaque mouvement de personnel était visible en temps réel pour les moyens américains de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. L'Iran aurait réagi en posant des pièges et en déplaçant vers l'île des systèmes portatifs de défense aérienne, des missiles solaires tirés à l'épaule, en prévision d'un éventuel assaut terrestre américain. Mais ces systèmes sont des armes individuelles à courte portée conçues pour tirer sur des hélicoptères volant à basse altitude. Ils ne peuvent pas défendre contre le type de bombardement de précision à haute altitude qui a détruit 90 sites en 2 heures. L'Iran renforçait une position qui avait déjà été fondamentalement et irréversiblement compromise. Lorsque le hangar d'hélicoptères a été détruit, l'Iran a perdu sa capacité organique à voilure tournante sur l'île. Les hélicoptères servaient au déploiement rapide, aux opérations anti-navires, à la coordination entre les installations de l'île et les unités navales du corps des gardiens de la révolution islamique dans le Golfe. Les opérations antinavires menées par hélicoptère sont un pilier de la doctrine maritime asymétrique de l'Iran. Le corps des gardiens de la révolution islamique s'entraîne depuis des décennies à utiliser des hélicoptères d'attaque en coordination avec des vedettes rapides d'attaque pour submerger de plus grands navires de guerre au moyen de tactiques d'essaim. En retirant l'infrastructure d'hélicoptères de Karg, les frappes ont enlevé à l'Iran une capacité clé de coordination et de frappe dans son réseau de défense maritime du nord du Golfe. Et la base navale elle-même, le centre de commandement et de logistique des opérations navales du corps, des gardiens de la révolution islamique dans le nord du Golfe Persique, faisait partie des cibles frappées. C'était pas une petite installation.
La marine du corps, des gardiens de la révolution islamique, utilisait la base navale de Karg comme position opérationnelle avancée pour les patrouilleurs, les vedettes rapides d'attaque et les navires de soutien qui faisaient respecter le contrôle iranien sur les approches de l'île et coordonnaient les opérations plus larges dans le Golfe. Sa destruction n'a pas éliminé la capacité navale du corps des gardiens de la révolution islamique. L'Iran possède plusieurs bases le long de sa côte du Golfe. Mais elle a éliminé le nœud le plus avancé et le plus critique sur le plan logistique dans ce réseau, celui qui se trouvait le plus près du secteur où se déroulaient les actions maritimes les plus importantes. L'effet cumulatif de ces destructions simultanées est ce qui crée la réaction en chaîne décrite par le titre de cette vidéo. Il ne s'agit pas d'une cible touchée qui aurait causé la défaillance de la suivante. Il s'agit des 90 cibles frappées simultanément qui ont retiré tout l'écosystème militaire intégré que l'Iran avait bâti sur l'île de Karg pour défendre son actif stratégique le plus important contre exactement le type de pression que les États-Unis étaient en train d'exercer. Stockage des mines détruits, champs de mines devenus ingérables et impossibles à réapprovisionner, bunkers de missiles détruits, capacité avancée de frappe anti-navires éliminée, défenses aériennes détruites, îles exposées en permanence à la surveillance et à de nouvelles frappes, hangars d'hélicoptères détruits, capacité de coordination et de frappe à voilure tournante perdue. Base navale détruite. Centre avancé de commandement et de logistique du corps des gardiens de la révolution islamique anéantie. Tour de contrôle d'aéroports détruite, capacité de coordination aérienne éliminée. Chaque perte prise séparément aurait été douloureuse mais gérable. Tout ensemble, en 2 heures, sans avertissement et sans temps de réaction, elles ont créé une défaillance en cascade de l'architecture de défense navale iranienne dans le golfe Persique, qui allait bien au-delà des dommages physiques infligés aux installations elles-mêmes. Elles ont détruit les relations opérationnelles entre ces installations. Elles ont détruit les réseaux logistiques qui les reliaient. Elles ont détruit la capacité de l'Iran à les renforcer, à les réapprovisionner ou à les reconstituer sous une surveillance qui opérait désormais au-dessus de l'île en toute impunité. Trump a immédiatement compris la dimension psychologique de cette opération. Son message sur Truth Social est allé plus loin que l'annonce militaire. Il a menacé de frapper Karg encore quelques fois, juste pour le plaisir. Il a dit qu'il avait choisi de ne pas détruire l'infrastructure pétrolière par d'essence, puis il a immédiatement transformé cette retenue en arme. C'est le théâtre de la retenue dans toute sa familiarité. Une main dit d'essence, tandis que l'autre transforme la menace en gros titre. Dans ce même message, Trump a averti que si l'Iran entravait la libre et sûre circulation dans le détroit d'Ormuz, il reconsidérait immédiatement cette décision. C'était un chef-d'œuvre de communication coercitive. Le message était clair. Les États-Unis venaient de montrer ce qu'ils pouvaient faire aux installations militaires iraniennes en 2 heures, et le terminal pétrolier pourrait être le prochain si l'Iran ne coopérait pas. Pour la machine de communication pro-Trump, l'avertissement s'écrivait presque tout seul. Les dégâts d'abord, la diplomatie ensuite, et l'image de marque toujours. Le sénateur républicain Lindsey Graham a saisi précisément la portée stratégique de l'événement. Il a écrit qu'il est rare, dans une guerre, qu'un ennemi vous offre une cible unique, capable de modifier radicalement l'issue du conflit. L'île de Karg était cette cible, et les États-Unis venaient de démontrer qu'ils pouvaient éliminer chaque installation militaire qui s'y trouvait en une seule nuit, tout en laissant l'infrastructure économique physiquement intacte pour s'en servir comme levier. La réponse de l'Iran a été faite de colère, de menaces, puis d'un calcul stratégique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a allégué que les frappes avaient été lancées depuis le territoire des Émirats arabes unis, ce qu'Abu Dhabi a catégoriquement nié. L'Iran a menacé de viser des ports et des villes des Émirats arabes unis en représailles. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, dans sa première grande déclaration publique après son accession au pouvoir à la suite de l'assassinat de son père, a promis de continuer à bloquer Ormuz et à attaquer les États du Golfe. Mais ces menaces masquaient une réalité que les commandants militaires iraniens avaient immédiatement comprise. La capacité militaire de l'île de Karg avait été effacée. Le stockage des mines avait disparu. Les missiles anti-navires avaient disparu. Les défenses aériennes avaient disparu. Les hélicoptères avaient disparu. La structure de commandement de la base navale avait disparu. L'Iran pourrait éventuellement reconstruire une partie de tout cela. Mais reconstruire sous surveillance aérienne américaine quasi constante, sur une île située à 15 milles du continent, dans un théâtre où les États-Unis avaient déjà démontré à la fois leur accès aux renseignements et leur capacité de frappe pour toucher 90 cibles simultanément en 2 heures. La reconstruction était une possibilité théorique qui n'offrait aucun calendrier pratique.
Ce que l'Iran a conservé sur l'île de Karg après le 13 mars, c'était son infrastructure pétrolière, intacte, opérationnelle, continuant à charger des pétroliers. Des images satellites prises dans les jours suivant le bombardement montraient 3 pétroliers amarrés aux terminaux de l'île. Des responsables iraniens ont confirmé que les exportations, les importations et les activités des entreprises sur l'île se poursuivaient normalement. Les États-Unis avaient retiré chirurgicalement tout ce qui était militaire et laissé tout ce qui était économique, parce que l'infrastructure économique était plus utile comme levier que comme décombre. Cette retenue délibérée, 90 sites militaires pulvérisés, aucune infrastructure pétrolière touchée, était en soi une forme de guerre de l'information. Elle démontrait que le ciblage américain était suffisamment précis pour faire cette distinction sur une île de 5000 en pleine opération active. Elle démontrait que les États-Unis ne cherchaient pas à détruire durablement l'économie iranienne, mais à contraindre un ensemble précis de comportements. La réouverture d'Ormuz, des négociations nucléaires, la fin des attaques contre les États du Golfe, et elle démontrait que si l'Iran ne coopérait pas, la prochaine frappe pourrait être structurée différemment. C'est le type de campagne de pression le plus propre pour une conférence de presse. Assez de précision pour paraître contrôlé, assez de menaces pour garder les caméras au chaud. La réaction en chaîne déclenchée par la frappe sur l'île de Karg ne s'est pas arrêtée le 13 mars. Elle s'est poursuivie à travers chaque phase ultérieure de la guerre. Lorsque les États-Unis ont commencé à faire appliquer leur blocus naval le 13 avril, l'état dégradé de l'infrastructure militaire iranienne sur l'île de Karg signifiait qu'il n'existait aucune position avancée de défense navale capable de contester le blocus dans le nord du Golfe. Lorsque l'Iran a perdu la trace de ses propres mines d'Ormuz, les États-Unis ont pu commencer des opérations de déminage qui ont lentement rétabli la navigabilité dans le détroit. Lorsque seulement 5 navires ont traversé Ormuz en une seule période de 24 heures à la fin d'avril, les conditions stratégiques qui avaient rendu cet effondrement possible prenaient racine le 13 mars. 90 sites, 2 heures, une île. Le joyau de la couronne de la défense navale iranienne dans le golfe Persique, dépouillé de toutes ses capacités militaires en une seule nuit pendant que les terminaux pétroliers continuaient de charger des pétroliers, en attente d'une décision que seul le gouvernement iranien pouvait prendre. Le bombardement de l'île de Karg n'a pas mis fin à la guerre, mais il l'a changée durablement. Il a retiré à l'Iran la plateforme militaire avancée à partir de laquelle il prévoyait de rendre le coup des opérations navales américaines dans le nord du Golfe prohibitif. Il a démontré une précision de ciblage et une capacité de frappe américaine à une échelle que les planificateurs de la défense iranienne n'avaient pas pleinement anticipée, et il a fixé les termes de tout ce qui a suivi. Le blocus, les 5 navires en 24 heures, l'étranglement économique et la table de négociation vers laquelle l'Iran est poussé, qu'ils choisissent d'y aller volontairement ou non. Le joyau de la couronne iranienne a vu ses défenses militaires retirées en moins de temps qu'il n'en faut pour regarder un film. Ce qui restait, c'était l'actif économique attendant en silence de devenir soit le chemin de retour de l'Iran vers la viabilité, soit la prochaine cible sur la liste américaine. Ce choix appartient toujours à Téhéran. Les 2 heures sur l'île de Karg ont simplement fait en sorte qu'il y aurait moins d'options parmi lesquelles choisir. Mais l'histoire de l'île de Karg ne s'arrête pas à la frappe du 13 mars, parce que l'Iran a fait quelque chose que très peu d'armées dans le monde feraient. Il a tenté de reconstruire. Et ce qui s'est produit lorsqu'il a essayé révèle à quel point le calcul stratégique américain avait été complet. Dans les semaines qui ont suivi le 13 mars, les moyens de renseignement américains, avec une surveillance aérienne quasi constante de l'île, ont commencé à détecter de l'activité iranienne. L'Iran posait des pièges. Il déplaçait vers l'île des systèmes portatifs de défense aérienne, des missiles solaires tirés à l'épaule. Il renforçait ses positions non pas avec les lourds systèmes de défense aérienne qui avaient été détruits, parce qu'ils avaient disparu et ne pouvaient pas être remplacés rapidement sous surveillance, mais avec toutes les capacités défensives portables et dissimulables qu'ils pouvaient acheminer. Les analystes de la CIA et du Pentagone qui suivaient cette activité ont compris exactement ce que cela signifiait. L'Iran se préparait à un assaut terrestre qu'il croyait possible. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré en mars que les ennemis de l'Iran, avec le soutien de l'un des pays de la région, se préparait à occuper l'une des îles du pays. Il n'a pas nommé Karg directement. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde savait de quelle île il parlait. L'administration Trump discutait bel et bien de la saisie de l'île de Karg et pas seulement de son bombardement. Axios a rapporté au début mars, en citant 4 sources anonymes, que la Maison-Blanche avait exploré l'idée d'une occupation militaire. 2 Marine Expeditionary Units avaient été déployés dans la région. La 31e EU à bord de l'USS Tripoli, depuis Okinawa, avec environ 2000 marines, et la 11e EU à bord de l'USS Boxer, avec 2500 autres. Environ 1000 soldats de la 82e division aéroportée de l'armée américaine se préparaient à être déployés.
Le total des forces américaines au Moyen-Orient avait dépassé 50 000 militaires. La Maison-Blanche croyait que l'occupation de l'île de Khark permettrait, selon les mots d'un responsable, de mettre totalement en faillite le corps des gardiens de la révolution islamique et pourrait potentiellement mener à une fin rapide de la guerre. Autrement dit, le plan était vendu avec la confiance d'un slogan et les petits caractères d'un avis de tempête. Cela n'est jamais arrivé. Mais la menace que cela se produise, le renforcement crédible et visible des marines, la surveillance américaine quasi constante de Kharg et la deuxième série de nouvelles frappes sur des cibles déjà touchées une première fois en mars ont façonné le comportement iranien pendant des semaines. L'Iran a déployé ses défenses restantes non pas vers des positions offensives où elles auraient pu menacer les opérations navales américaines, mais vers des positions défensives sur une île qu'il craignait de perdre. C'est la définition même d'un succès stratégique sans tirer un coup supplémentaire. Les États-Unis avaient forcé l'Iran à détourner ses moyens militaires restant pour défendre une position que les États-Unis pourraient, ou non, réellement attaquer. Immobiliser des ressources, créer de l'incertitude et imposer un coût opérationnel continu à une armée iranienne déjà gravement dégradée. Le contexte stratégique plus large compte aussi ici. Lorsque le commandement central des États-Unis a frappé 90 cibles à Kharg en 2 heures, il n'agissait pas en vase clos. La même nuit, les frappes américaines et israéliennes se poursuivaient à travers l'Iran continental. Le siège du Conseil suprême de sécurité nationale avait été frappé. Des installations nucléaires souterraines avaient été visées par des bombardiers furtifs B-2 Spirit. Des navires iraniens dans le golfe d'Oman avaient été détruits. Des réseaux de défense aérienne dans l'ouest et le centre de l'Iran avaient été systématiquement dégradés tout au long des premières semaines de l'opération Epic Fury. L'île de Kharg n'était pas le seul actif militaire que l'Iran ait perdu. C'était la perte la plus concentrée, 90 cibles dans la plus petite zone géographique possible en un minimum de temps, et donc la démonstration la plus visible de ce que la puissance aérienne de précision américaine pouvait accomplir lorsque l'autorisation politique était donnée. Mais cela faisait partie d'une destruction beaucoup plus vaste des capacités militaires iraniennes qui, à la mi-avril, aurait éliminé une grande partie de la capacité iranienne en missiles balistiques et de croisière, et gravement endommagé ses forces navales. Trump lui-même a affirmé que 158 navires iraniens avaient été détruits. Et naturellement, une fois le chiffre lancé, le spectacle était prêt. Une statistique de champ de bataille polie jusqu'à pouvoir tenir sur un écran de rassemblement. L'armée iranienne n'a pas disparu. L'architecture de défense mosaïque du corps des gardiens de la révolution islamique, avec 30 et un commandement distinct, capable d'opérer de manière indépendante même si le commandement central est perturbé, signifie que l'Iran conserve une véritable capacité militaire. Les vedettes rapides d'attaque opèrent encore. Des missiles balistiques existent encore, dans les quantités qui ont survécu aux frappes. La fabrication de drones se poursuit dans des installations dispersées qui ne peuvent pas toutes être ciblées simultanément. Le réseau de mandataires du corps des gardiens de la révolution islamique, le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites irakiennes, continue de fonctionner comme une extension de la projection de puissance iranienne. Mais l'Iran qui existait le 27 février 2026, l'Iran avec du stockage avancé de mines à Kharg, des bunkers de missiles antinavires préchargés et prêts, une base navale, coordonnant les opérations dans le Golfe, des hélicoptères prêts à lancer des attaques en essaim, des défenses aériennes protégeant l'île contre la surveillance aérienne, cet Iran n'existe plus. Ce qui reste est dégradé, dispersé, sous surveillance quasi constante, et placé dans une posture stratégique fondamentalement défensive, plutôt qu'offensive. Les frappes sur l'île de Kharg n'ont pas détruit la marine iranienne. Elles ont détruit la défense navale iranienne de son actif le plus critique. Et ce faisant, elles ont retiré la pièce qui rendait cohérente toute la stratégie iranienne dans le golfe Persique. L'idée que contrôler militairement Kharg tout en contrôlant économiquement Hormuz donnait à Téhéran une position de force inattaquable, capable de survivre à toute campagne de pression américaine. 90 cibles en 2 heures. La réaction en chaîne n'était pas seulement l'effondrement physique de 90 installations militaires. C'était l'effondrement stratégique de l'hypothèse selon laquelle l'Iran pouvait défendre son propre joyau de la couronne contre la puissance de feu américaine tout en transformant l'économie mondiale en arme par Hormuz. Cette hypothèse est morte dans la nuit du 13 mars. Et avec elle est morte la base militaire de la position de négociation iranienne, laissant à Téhéran un levier économique par la fermeture d'Hormuz, mais aucune architecture militaire crédible pour protéger l'actif dont dépend ce levier. Ce qui reste est une impasse définie par une douleur économique mutuelle. L'Iran saigne à travers le blocus, l'économie mondiale saigne à travers la fermeture d'Hormuz, avec le terminal pétrolier de l'île de Kharg assis intact au milieu de tout cela, ni détruit ni rendu, attendant la décision qui ne peut être prise qu'à Téhéran. Les 2 heures qui ont tout changé se sont déroulées de nuit,
au-dessus d'une petite île que la plupart des gens seraient incapables de trouver sur une carte. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.